Monsieur le Président, mes chers maîtres, mes chers consoeurs, chers confrères, et donc je suis très content doublement pour être ici, donc parce que je suis pour la première fois à Marrakech. On avait discuté avec Monsieur le Président, il m'a conseillé une bonne adresse pour ce soir, mais je ne sais pas si j'aurai les moyens de le faire. Mais bon. Et puis, on remercie bien sûr les laboratoires Lilly de nous avoir aussi fait confiance pour animer ce symposium qui abordera l'impact de la glycémie postprandiale sur le risque cardiovasculaire et place du Malog 50 dans l'arsenal thérapeutique. Alors, au tout départ, donc, je place mon compteur. Vous aviez cette slide que vous connaissez déjà en 2013 et qui parlait, qui a rapporté le nombre de diabétiques dans le monde, et on était à 382. Je me rappelle, mon prof et médecin-chef de service nous heurtait en nous disant 382 millions, c'était beaucoup et qu'on n'allait pas pouvoir prendre en considération cela. Et il y avait cette projection à l'horizon 2035 où on parlait de 592 millions. Eh bien, bien sûr, 2035, on n'y est pas encore. Il y a eu l'explosion dans le Maghreb et dans la région MENA avec une projection de plus 94% de diabétiques. Et à ce moment-là, l'Afrique était là, aux alentours, regardez, aux alentours d'à peu près une trentaine de millions de diabétiques. Et après cela, ça a encore évolué en décembre 2017 avec l'avènement de l'Atlas de la Fédération internationale du diabète, où, encore une fois, les prévalences du diabète allaient encore augmenter, mais cette fois-ci, nous n'avions pas imaginé cette explosion exponentielle du nombre de diabétiques qui allait avoisiner les 628 millions de diabétiques en horizon 2045. Vous allez me dire, 2045, c'est encore loin, on est bien loin, mais quand on nous projetait à 2020 déjà, on se disait c'était loin, il y a 20 ans, et voilà qu'on y est maintenant. Donc, dans cette salle, le nombre d'acteurs étant présents dans la prise en charge du diabète, il va falloir nous cloner x4 ou x5 ou même x10 pour pouvoir prendre en charge ce diabète. Secondo, ce diabète dans la conjoncture actuelle mondiale, quand on voit qu'on n'a pas la possibilité de prendre en charge ni sur le plan humain, ni sur le plan matériel, cette pathologie-là, c'est dire le prix de cette pandémie. Voilà concernant les chiffres, mais on part un peu dans l'essentiel en abordant le début des choses. Hier, j'avais discuté avec un ami sur l'index glycémique. Il me disait, bon, l'index glycémique n'était pas réellement intéressant, et donc je tombe sur ce papier qui est autre qu'un consensus international sur la nutrition et surtout sur l'index glycémique et son rapport avec l'hyperglycémie postprandiale. Aliment index glycémique élevé, hyperglycémie postprandiale. Le fait de réduire ces aliments-là allait tout simplement diminuer le risque de diabète de type 2, le risque de complications cardiovasculaires, le risque de cancer colorectaux et surtout la diminution tout simplement de l'hémoglobine A1C, de la glycémie postprandiale et l'ensemble de ces facteurs qui avaient un effet tout simplement bénéfique. Et puis, vint déjà cette notion d'hyperglycémie postprandiale qui est déjà apparue en 1994-95. Les premières études avaient commencé par aborder cette fameuse hyperglycémie postprandiale et son rapport avec les facteurs de risque cardiovasculaire. Un des anciens qui a abordé le sujet, c'était M. Monnier, avec, si vous voulez un peu, la définition même de l'hyperglycémie postprandiale. Si on prend un peu toute cette salle et qu'on essaye de voir, d'après vous, d'après votre expérience, d'après ce que vous êtes en train de lire, quel est le lieu ou à quel moment faudrait-il réellement prendre cette glycémie postprandiale en question. Alors, M. Monnier rapporte les différentes phases, la phase postprandiale, post-abortive, le passage par l'intestin et l'influence du foie dans la régulation de cette glycémie-là. Et il se trouve que tout simplement, nous sommes tous en période postprandiale, voire post-abortive,
pratiquement toute la journée. Vous voyez que sur l'ensemble de la journée, toutes les régions grisées, comme vous le voyez, correspondent à une situation postprandiale, et ceci nous pose et nous pousse un peu à réfléchir quant à réellement à la situation telle qu'elle est. Et puis après, fin des années 90, donc fin du XXe siècle, vint l'étude la plus pertinente dans le cadre de la prise en charge du diabète de type 2, qui est l'UKPDS, et vous avez vu que le bras intensifié avait fait chuter la glycémie, qu'elle soit à jeun ou postprandiale, mais qu'il y avait une grosse différence entre le traitement intensif et conventionnel. Et comme vous le savez, plus tard, ces deux courbes allaient se superposer, ce qui a été le cas dans les études en poste après l'arrêt de l'enrôlement. Et il a été question aussi de voir, si vous voulez, un peu la différence entre les glycémies à jeun et les glycémies et les HbA1c dans le cadre de la corrélation dans le KPDS. Et il se trouve que, au fur et à mesure, nous avions des HbA1c qui montaient avec des glycémies, des HbA1c qui étaient relativement élevés, avec des glycémies à jeun qui étaient relativement correctes. Et il y avait ce hiatus là, si vous voulez, cette différence entre les deux, cette aire de courbe qui était peut-être, probablement corrélée aux glycémies postprandiales. Alors, quelle relation entre HbA1c et glycémie? L'HbA1c n'est autre qu'une corrélation entre la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale. Je ne vais pas vous rappeler, je sais que pratiquement tout le monde est à la page sur cela. La glycémie à jeun correspond à la production hépatique du glucose et évolue en fonction de la sensibilité hépatique à l'insuline. Et vous avez les glycémies postprandiales qui sont la corrélation de l'ensemble de ces paramètres. Ceci a été bien repris sur les CGMS de M. Monnier, où il avait corrélé les chiffres d'HbA1c avec les glycémies à jeun et postprandiales. Et lorsqu'on était aux alentours d'HbA1c entre 7 à 8, voire à la limite inférieure de 9, nous étions plutôt dans des glycémies postprandiales qui commençaient à monter. Et après cela, nous avions le suivi, si vous voulez, le reste de la glycémie à jeun qui suivait. Et c'était bien sûr un papier qui a été quand même présenté, je me rappelle longtemps, à l'SFT de 2007, et qui fait référence un peu actuellement dans l'explication physiopathologique des déséquilibres diabétiques. Alors, quand mesurer la glycémie postprandiale? Ce papier de M. Slama a été intéressant, donc on a un peu jugé utile de le mettre pour dire qu'il a tout simplement essayé de corréler, vous voyez l'ensemble des points, c'est les glycémies postprandiales et les moments de prise de ces glycémies-là. Et ce qui était le plus significatif, c'était entre 60 à 90 minutes, où on avait le pic, le réel pic postprandial, et il se trouve que ce pic est en rapport avec ce qu'on mange, et tout simplement, plutôt 45 minutes quand les repas sont pauvres en glucides, et plutôt 90 minutes à 2 heures quand les repas sont riches en glucides. Et quand on voit l'Es médian, ce qu'elle nous a mis dans tous les coins, avec les petits gâteaux qui étaient là, donc vous voyez que on est plutôt dans le Maghreb et un peu en Afrique, dans une optique des 2 heures, vu la nature de ce qu'on consomme en alimentation. Alors, la glycémie postprandiale est-elle un marqueur ou un facteur de risque cardiovasculaire? Alors, la fin du XXe siècle, l'étude DICE, si vous voulez, DICE, comme le disent, donc c'est la Diabetes Intervention Study, où il y avait le 11 ans de follow-up, et dans cette étude-là, il a été pour la première fois, si on veut reprendre un peu les événements dans les glycémies postprandiales, la première fois qu'on corrèle, tout simplement, on entre en corrélation, en analyse multivariée, en supprimant tous les facteurs confondants, une glycémie postprandiale à 1 heure, qui était au-delà de 10 millimoles, à peu près 1,90, était un facteur indépendant de mortalité cardiovasculaire. C'était le fil où on s'était attaché pour suivre la part des choses, et il y a eu une multitude d'études par la suite qui ont suivi. Une autre étude qui a concerné les Indiens Pima, et sur ces Indiens Pima,
cette étude-là avait concerné 236 patients. Sur les 236 patients, nous avions tout simplement 84 patients qui étaient décédés, et sur ce suivi-là, il y avait le delta de à peu près 1 gramme en glycémie postprandiale en plus était corrélé significativement à la mortalité avec à peu près un facteur de 1,3. Associé à cela, il y a eu une étude de référence qui, au début du XXIe siècle, un peu vers 2001, Bonora avait assis, si vous voulez, un peu dans sa revue, il avait confirmé que les postprandiales étaient un risque cardiovasculaire dans le diabète de type 2 et avait revu l'ensemble des études une à une, et la tendance ne faisait que se conforter. Ceci était dû tout simplement au concept de glycation de la protéine, des protéines plasmatiques, le stress oxydant, l'hypercoagulabilité et les troubles hémorhéologiques connus dans le cadre du diabète de type 2 et l'altération de la fonction endothéliale qu'on abordera tout à l'heure pour essayer d'expliquer un peu les choses. Alors, les études, il y en a eu beaucoup. Première étude, Decode en Europe, Decoda en Asie. Ces études-là avaient tout simplement repris la part des choses concernant la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale, l'hazard ratio de la mortalité, et c'était les glycémies postprandiales, surtout à 2 heures, qui étaient corrélées au fur et à mesure de l'augmentation de cette glycémie avec le haut ratio de mortalité cardiovasculaire. Ces 2 études-là avaient été établies que la glycémie veineuse, donc 2 heures après, était un meilleur prédicteur de la maladie cardiovasculaire et de la mortalité plutôt que glycémie à jeun. L'ensemble des études qui ont été vues, elles sont nombreuses, comme vous le voyez, et chacune d'entre elles, la liste est non exhaustive, il y en a eu d'autres qu'on a un peu omis de mettre, et qui retrouvaient toujours une multiplication par 2 ou par 2,5 la mortalité cardiovasculaire. Alors, encore une fois, ce qui était un peu plus choquant, c'était l'hyperglycémie qui était cause de mortalité même chez les non-diabétiques. Il se trouve que dans le travail de Lévitan et collaborateurs, cette méta-analyse de 38 études retrouvait que l'hyperglycémie chez les sujets non diabétiques était associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires mortelles ou non mortelles. Donc, le risque touchait même les patients qui étaient non diabétiques. Sachant que le diabète n'est autre que quoi? Qu'un consensus, comme vous le savez. Hein? Moi, j'ai commencé mes études, on nous a enseigné que le diabète était à 1,40 g. À l'arrivée, le seuil avait changé, on avait chuté à 1,26 g pour les raisons que vous connaissez, mais nous avons toujours été imprégnés par le fait que les complications macrovasculaires débutaient bien avant la déclaration du diabète, et qu'il y avait ce hiatus-là qui était là. Alors je me dis, en fonction de la part des choses, j'ai des amis hier qui m'ont demandé de faire un topo sur le prédiabète, et si un jour de notre vivant, on nous disait que le diabète était à 1 gramme, le nombre de diabétiques allait passer à 1,4 milliard ou 1,5 milliard, et là le nombre de médecins ne pourra jamais suffire, ni les moyens qui vont suivre. Mais sachez, et on le sait, les complications macrovasculaires sont l'apanage de l'intolérant au glucose, ô combien important et diffus dans la société. Et actuellement, tous les guidelines s'attellent à dire qu'on est plutôt à 1 gramme en intolérance, comme vous le savez, mais ça, ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui. Alors, relation glycémie à jeun postprandial et mortalité, toutes causes confondues, travail longitudinal de Baltimore, et donc la Baltimore Longitudinal Study of Aging, donc 13,4 ans de suivi, et là on voyait que la mortalité, toutes causes confondues, augmentait de manière significative au-dessus de la glycémie plasmatique supérieure à 1,10 g. Là c'est la glycémie à jeun qui est rentrée dans la situation et l'analyse des choses, et associé à cela, nous avions la glycémie postprandiale 2 heures après, supérieure à 1,40 g, qui était statistiquement en rapport avec la mortalité de façon significative. Associé à cela, il faut savoir que l'hyperglycémie est aussi engendre des problèmes en dehors en plus des problèmes cardiovasculaires. Il y a aussi l'atteinte des organes cibles. J'ai voulu mettre une plaque sur la rétinopathie en disant que l'hyperglycémie postprandiale était carrément et tout simplement
en analyse multivariée dans ce travail-là, en rapport avec l'incidence de la rétinopathie et de la neuropathie, donc atteinte microvasculaire, et on sait l'apanage et l'intervention de la microangiopathie dans la pathologie cardiovasculaire, essentiellement par la neuropathie autonome cardiaque. Associé à cela, l'intima média, l'espace intima média, ou plutôt l'épaisseur intima média. Dans ce travail, il a été corrélé, tout simplement démontré, chez 403 patients non diabétiques, que l'hyperglycémie postprandiale était un facteur de risque indépendant dans l'épaississement et donc la rigidité artérielle. Rigidité artérielle et tout simplement le retentissement sur le risque cardiovasculaire. Associé à cela, M. Monnier avait repris la part des choses en rapportant que l'hyperglycémie postprandiale était et engendrait un stress oxydatif inflammatoire avec une dysfonction endothéliale. Et vous connaissez ce travail-là parce que vous avez vu la plaque assez souvent. Donc ici, il rapporte que les fluctuations sont en rapport avec le stress oxydant et tout simplement engendrent des problèmes et des complications cardiovasculaires. Après cela, il y a eu ce travail-là qui a été repris aussi par M. Ceriello, qui est une référence dans le stress oxydant, équipe italienne, et cette plaque-là, vous la connaissez, vous l'avez vue à plusieurs reprises, c'est ce fameux tsunami qu'engendre l'hyperglycémie postprandiale avec les différents paramètres qui sont impliqués dans la genèse de cette hyperglycémie postprandiale et qui accompagnent la glycémie postprandiale. Ceci est à l'origine de ce dysfonctionnement endothélial, et donc M. Ceriello l'a bien montré avec tout simplement un choc avec l'endothélium vasculaire, et ceci a été rapporté et cité plus de 1000 fois dans la littérature. À côté de cela, il existe les volumes sanguins myocardiques. Dans les volumes sanguins myocardiques, on n'ira pas jusqu'au détail, mais pour vous dire que les volumes sanguins myocardiques, que ce soit dans l'éjection ou dans le remplissage, dans les autres phases, sont quasiment diminués et de façon significative chez les patients atteints de diabète et surtout d'hyperglycémie postprandiale. À côté de ça, je sais que j'avance dans les problèmes, mais un des risques majeurs qui a été même une grosse polémique dans les années précédentes, et donc dans les années qui restent encore d'actualité, c'est le risque de cancer chez le diabétique. Vous savez qu'il y a une corrélation directe entre diabète et pathologie carcinomateuse, et ici, dans ce travail-là, il a été tout simplement retrouvé une forte corrélation entre le taux de mortalité et par le cancer du pancréas, donc dû au cancer du pancréas, et pour des glycémies, donc il était à 2,15 fois, donc avec un odds ratio à 2,15, pour des glycémies post-charge à 11,1, ce qui va à peu près à 2,1, 2,2 grammes par litre. Alors, on risque le cancer, on risque la mortalité, on risque le stress oxydant, on risque le dysfonctionnement endothélial, et on risque quoi d'autre? Tout simplement de perdre la tête. Quand je vous dis de perdre la tête, les glycémies postprandiales ont une action directe sur les fonctions cognitives du patient diabétique. Au fur et à mesure, ceci évolue de façon exponentielle avec l'évolution de l'âge. L'hyperglycémie postprandiale affecte négativement les fonctions cognitives chez les personnes âgées atteintes de diabète de type 2. Ceci a été encore confirmé sur l'ensemble des études, dont ce travail qui est la San Luigi Gonzaga Diabetes Study, qui avait déjà, dans le siècle dernier, c'était en 2006, pardon, donc là, c'était la glycémie qui était un facteur indépendant d'événements cardiovasculaires chez le diabète de type 2, et qui était largement prédictive de la mortalité, de l'atteinte cardiovasculaire, et cette fois-ci surtout chez la femme, alors qu'on pense que la femme est plus ou moins protégée. Ceci a été reconfirmé 14 ans après, dans le follow-up, où il y avait tout simplement à ce moment-là la glycémie postprandiale, et à ce moment-là l'HbA1c est venu s'associer à la mortalité avec des niveaux, au niveau très élevé, correspondant à des glycémies postprandiales élevées.
Antonio Ceriello est revenu sur cette glycémie postprandiale. On pense que l'ensemble des études étaient faites le siècle dernier, un peu vers la fin des années 90, début des années 2000. Et voilà que M. Ceriello reprend un peu avec son équipe genevoise. Donc, ils reprennent un peu l'hétérogénéité et l'hyperglycémie postprandiale, et cette fois-ci de façon physiopathologique, en expliquant de façon très claire comment allons-nous, si vous voulez un peu, tomber dans ce fameux haut risque cardiovasculaire et cette altération des choses. Donc, en l'occurrence, ici, nous avons l'hyperglycémie associée à l'hyperlipidémie dans le cadre d'une période post-abortive. Vous savez que l'activité donc essentiellement mitochondriale va être dépassée, et donc en dépassant, nous avons un ion superoxyde qui va augmenter. Cette abondance de l'ion superoxyde, surtout quand la mitochondrie est dépassée, va avoir deux cheminements. Le premier cheminement, en allant vers la voie des polyols, la voie des exoamines, et tout simplement provoquer, si vous voulez, directement les complications cardiovasculaires. Ou bien par la voie des protéines séquinases ou le facteur kappa B, enchaîner, ou si vous voulez, augmenter l'activité, donc accentuer l'activité de la NADP oxydase, qui va aller encore donner cet ion superoxyde en abondance. Fort substrat du stress oxydant, associé à l'intervention des autres enzymes qui vont majorer l'abondance du monoxyde d'azote, et les deux réunis vont entraîner tout simplement le peroxyde, donc voilà, c'est le peroxydite, et cette substance superoxydante donc est à l'origine de l'altération de l'ADN au niveau du corps. Donc toute notre ADN va être essentiellement endothélial, va être touché, et il existera tout simplement un engendrement de cascades un peu plus complexes que cela, bien sûr que dans le schéma, qui vont atteindre l'endothélium vasculaire et être à l'origine de l'atteinte et des complications diabétiques. Donc ceci a été clairement expliqué par M. Ceriello. Au terme de cela, est-ce qu'il serait, au vu de ces preuves, intéressant de pouvoir prendre en charge cette hyperglycémie postprandiale? Bon, la réponse, je pense qu'on l'a. Il serait un peu judicieux de le faire. D'ailleurs, l'IDF avait placé des guidelines dans le management de la glycémie postprandiale. C'est ce qui a été proposé déjà en 2007. Alors, les médicaments et les moyens thérapeutiques de la glycémie postprandiale, c'est les mesures diététiques. Meilleures, on ne peut pas faire mieux, hein, très efficace, traitement très efficace, activité physique. Il existe des agents pharmacologiques oraux, tels que les inhibiteurs des alpha-glucosidases, les analogues de la myline, les IDPP4, les glinides et les dérivés, les analogues du GLP1. Et bien sûr, le traitement insulinique qui reste aussi le traitement majeur dans la prise en charge de l'hyperglycémie postprandiale. Il existe les analogues d'action rapide, les insulines inhalées, avec l'avènement des nouvelles insulines inhalées, et bien sûr, dans notre cas, nous nous intéresserons aux insulines biphasiques et essentiellement à la listro-mix 30. Dans le consensus, donc si vous voulez, le standard of care de 2018 de l'ADA, nous avions donc, ça a été quasiment repris donc sur les anciennes années, où nous avions bien sûr première ligne metformine plus 2 agents oraux, et à ce moment-là, si l'équilibre n'était pas bon, il fallait tout simplement initier un traitement injecté qui était une insuline basale dans un premier temps, et si ça ne fonctionnait pas, ADO plus insuline basale, à ce moment-là, on irait vers l'analogue du GLP1 qu'on n'a pas et dont on ne dispose pas, le basal bolus qui est une option disponible, et bien sûr l'option des prémix à 2 fois par jour, voire à 3 fois par jour. L'IDF en 2017 est revenu dans son algorithme décisionnel sur la prise en charge du diabète de type 2, en reprenant aussi ce qui a été dit dans les sociétés par les autres sociétés savantes, à savoir une basale, voire des prémix qui peuvent être donnés au départ ou bien qui peuvent être donc interchangés en fonction de l'échec d'une thérapie par rapport à une autre.
Dans le cadre donc, de la Lispromix 50, dans le traitement du diabète de type 2, cette plaque a été reprise largement dans la littérature sur le choix, pourquoi choisir un traitement par basal-bolus versus un traitement par prémix, et en fonction de la préférence du patient, la fréquence de l'automesure, et j'en passe. Et vous le savez qu'au départ, je l'ai dit, quand on avait affaire aux prémix humaines, nous avions réellement quelque part des limites certaines, et avec l'avènement des analogues prémélangés, au départ, nous n'avions pas réellement cette option, on n'y croyait pas tellement, je parle pour ma personne, mais au fur et à mesure de l'évolution des choses, vous voyez que les prémix ont pris quand même une part dans la stratégie thérapeutique, et ceci a été confirmé sur le choix de bon nombre de populations des pays où il existe un contexte social, un contexte socio-économique et des tendances qui font que certains utilisent des schémas par rapport à d'autres. Et comme vous voyez ici en marron, les prémix sont largement utilisés de par le monde et ne sont pas seulement à l'apanage des pays du tiers-monde ou des pays en voie de développement. C'est une stratégie qui est réellement correcte. Alors pourquoi ça a été fait? Parce que tout simplement, il se trouve que les études ont bien montré que ici, dans ce travail-là, c'était une comparaison entre des patients qui étaient non diabétiques et nous voulions un peu reprendre la part des choses sur un plan physiopathologique, apprécier la sécrétion d'insuline de base et la sécrétion d'insuline prandiale et voir la part des choses entre les différents paramètres. Il se trouve qu'ici, chez les patients qui étaient tout simplement à sécrétion, la sécrétion basale ou la sécrétion qui était à poids normal et qui était obèse, les sécrétions étaient quasiment, pratiquement identiques. La basale était aux alentours de 50%, 52-53% pour la population obèse, et la ration prandiale était aussi aux alentours de 50%. Dans cet autre travail, donc c'était des patients diabétiques de type 2 sous insulinothérapie intensive qui utilisaient de la basale tout simplement ou une basal bolus, donc un basal bolus. Et la différence entre les deux, c'est que qu'elle soit sous pompe ou en schéma basal bolus, les doses d'insuline ou les ratios d'insuline étaient pratiquement à 50% de prandial et à 50% de basal. C'est ce qui a expliqué un peu, si vous voulez, le rationnel, pourquoi on a mis sur le, si vous voulez, sur le marché la notion de prémix, et surtout pourquoi la ration de 50% de basal et de 50% de prandial, sachant que les prémix analogues de prémix à 50, ce sont 50% d'analogues rapides plus 50% d'analogues rapides protaminés dans la même injection, et donc c'est ce qui a été le cas donc, de la Lispro Mix 50. Alors les études de la Lispro Mix 50, elles sont assez nombreuses, on en a choisi certaines. La première, c'est l'étude Tanaka, étude japonaise, ayant utilisé la Lispro Mix 50 2 fois par jour en comparaison avec des schémas prémix low dose. Alors pourquoi? Parce qu'il existait tout simplement certains patients qui étaient sous schéma prémix à 70-30 en humaine, 70-30 en analogue, ou même 75-25 en analogue. Ce sont les low prémix, et des fois il existait certainement, il existe un échappement à cette thérapeutique, et donc il fallait voir sur ces 13 patients-là quelle a été l'issue après le switch d'un analogue prémix à low dose vers un 50-50. Et dans ce cadre-là, la Lispro-Mix 50, 2 fois par jour, était utile non seulement dans le contrôle de la glycémie postprandiale, et il existait aussi cette notion de stabilité de la variation, sachant, si on pouvait un peu en parler, bon, on n'a pas un peu le temps, de la variabilité comme étant une notion qui revient au premier plan dans le cadre de la diabétologie moderne, et surtout dans le cadre des insulines modernes, où il a été rapporté tout simplement une liaison directe. Donc il y a les glycémies postprandiales, il y a aussi les variabilités des traitements, surtout la variabilité des traitements insuliniques, qui posent problème
dans la prise en charge et qui sont réellement en rapport direct avec l'augmentation du risque cardiovasculaire et de la pathologie cardiovasculaire. Donc dans ce cadre-là, c'était une évaluation des effets cliniques de la mix 50 2 fois par jour par rapport aux insulines, low mix, comme je viens de vous le dire. C'était 13 patients qui ont été inscrits, japonais. Les caractéristiques des patients étaient comme suit. Et le déroulement de l'étude, donc on recrutait les patients, on les prenait en hospitalisation 24 heures, on faisait une titration des doses de prémix 50 et on faisait un cycle à 7 glycémies, 8 heures, 2 heures avant et après petit déjeuner, 30 minutes avant et après dîner, et 2 heures après dîner, et 30 minutes au coucher. Résultat, voyez que d'emblée, quand on passe des low doses vers les 50-50, on a écrété ce fameux pic postprandial. Ceci a été clairement significatif. En écrétant ce pic postprandial, nous allions agir directement sur la glycémie préprandiale du déjeuner, et ainsi était le cas donc dans l'injection tout simplement de la mix 50 le soir qui allait écréter et agir sur la postprandiale. Il y avait bien sûr un peu des fois une augmentation de la glycémie à jeun parce qu'il y avait des fois recours à la titration de la mix 50 pour pouvoir agir mieux sur la glycémie à jeun qui correspond à l'injection de la mix 50 la veille. Donc ici, différence significative en faveur de l'Ispro-Mix 50 et donc il y avait aussi une différence significative en faveur des low mix pour des glycémies avant dîner, quand il n'y avait pas titration de l'injection du matin. Associé à cela, nous avions aussi une différence significative en faveur des mix 50 dans le changement de la glycémie après dîner et au coucher, et il n'y avait pas plus d'hypoglycémie que les low doses. Deuxième étude, c'était une comparaison de la mix 50 3 fois par jour versus insuline prémix humaine. Étude croisée, longitudinale, donc on avait une période de washout, si vous voulez un peu, avec mise des patients sous-humaines plus sous mix 52 fois par jour, et on croisait aussi le passage, et à ce niveau-là, les résultats étaient clairs et un peu attendus. Plus de diminution de l'HbA1c de façon significative. Les niveaux moyens des glycémies étaient aussi significativement diminués. Il y avait aussi une diminution significative après petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et il y avait réellement un avantage certain à utiliser les analogues prémix 50 par rapport aux insulines prémix humaines. Et après, il y a eu intervention de M. Julio Rosenstock que vous connaissez, qui n'est pas à présenter et qui s'est intéressé au schéma prémix versus basal bolus, surtout après échec de l'association basal plus traitement oral. Et dans ce cadre-là, l'étude de Rosenstock donc, a voulu démontrer la non-infériorité de l'insuline Ispro-Mix 50 par rapport au basal bolus. Deuxièmement, le changement d'HbA1c. Et troisièmement, les objectifs secondaires, les glycémies en 8 points, l'hypoglycémie, les doses d'insuline et l'action sur le poids. Schéma, déséquilibre d'ADO plus basal, on passait à l'Ispro-Mix 50 versus Glargine plus l'Ispro, et les deux bras étaient comparés. Les caractéristiques de la ligne de base étaient comme suit, et il y a eu titration des différentes doses en fonction des doses de l'Ispro pour obtenir un effet direct. Résultat, il n'y avait pas de non-infériorité, la mix 50 n'avait pas pu faire autant que le basal bolus. Cependant, à la fin de l'étude, il y avait les deux courbes qui étaient, bon, c'était statistiquement non significatif, mais les deux courbes étaient quasi superposées et avaient pu obtenir des HbA1c inférieurs à 7%, parce que l'objectif était un peu prétentieux, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait une différence de plus de 0,3% dans l'HbA1c, ce qui n'était pas le cas, il était à 0,38%, et donc statistiquement ce n'était pas significatif, mais il y avait les deux courbes avaient pu obtenir une HbA1c inférieure à 7%. Associé à cela, nous avions aussi des courbes qui étaient quasi identiques quand on voit la façon d'écréter un peu les pics post-prandiaux.
Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait résumer l'étude de M. Rosenstock? Et que les deux schémas ont pu réduire l'HbA1c inférieur à 7%, que la non-infériorité n'avait pas été établie et que le gain de poids, l'hypoglycémie, était similaire. Donc, nous pouvions tout simplement engendrer, ou si vous voulez, utiliser cette méthode au même titre qu'un basal bolus à minima. Et pour, si vous voulez un peu conclure sur l'ensemble de cet exposé, il existe ce travail qui est parlant de lui-même et qui a été fait par, c'est l'étude Peters. Et cette étude Peters s'est intéressée tout simplement donc à l'ensemble des insulines qui peuvent être, l'ensemble des thérapeutiques et essentiellement le traitement insulinique qui pouvait prendre en charge cette fameuse hyperglycémie postprandiale. Et dans cette fameuse hyperglycémie postprandiale, le bras analogue mix 50 paraissait le plus optimal dans la réduction des glycémies postprandiales et surtout de ce fait du risque cardiovasculaire. La conclusion des auteurs était qu'il y avait une évidence certaine dans l'importance des glycémies postprandiales dans l'apanage, donc dans l'avènement de la pathologie cardiovasculaire, et deuxièmement que les mix 50 étaient quasiment, donc avaient un gros potentiel de réduction postprandiale et donc une action sur les effets cardiovasculaires. Et en conclusion, ce qu'on pourrait retenir là-dessus est que la glycémie postprandiale est fortement corrélée à la mortalité cardiovasculaire chez les diabétiques et même chez les non-diabétiques, que la Lispromix 50 était efficace sur la réduction des glycémies postprandiales en maintenant une faible variabilité diurne avec un risque accru, sans risque accru d'hypoglycémie, surtout conforté par l'étude Tanaka, et que la Lispromix 50 était une bonne option pour le profil patient insuffisamment contrôlé sous le prémix. Je vous remercie de votre attention.